Mesdames, Messieurs, bonjour. À toi. Je voulais essayer de la faire parler, mais j'ai toujours pas réussi. Donc avec Victoria, directrice du Festival international de géographie, et moi-même Thibaut Sardier, président de l'association organisatrice du festival, on est heureux de démarrer avec vous cette séance de clôture, avec évidemment l'annonce du thème et du territoire invité 2024, avec une cérémonie, vous le savez, qui est garantie, compatible avec le fameux train des géographes de 17h10 ou 12, ça je vous le dis tous les ans, mais c'est un engagement qui sera une nouvelle fois tenu, avec quand même du temps pour écouter Clara et Philippe Simet, nos deux grands témoins qui ont vraiment bien joué leur rôle. L'avantage d'être deux, ils sont parfois allés ensemble à certaines rencontres, ils se sont stratégiquement séparés pour en voir d'autres. Ils vont nous raconter tout ça tout à l'heure, mais moi je les ai croisés plusieurs fois et c'était toujours au pas de charge pour ne rien rater. Alors avant tout ça, avec Victoria, on voulait évidemment, et comme promis vendredi, annoncer une série de remerciements qui nous tiennent à cœur. Je crois que c'est toi qui commence. C'est moi qui commence. J'ai envie de dire, il y a tous nos partenaires que j'ai cités vendredi, sans lesquels le festival ne pourrait se faire. Et aujourd'hui, j'ai envie de remercier toutes les personnes, tous les gens, sans lesquels le festival ne se ferait pas, en fait. Voilà, donc on va ouvrir le bal des merci, parce que ça nous tient vraiment à cœur. Je le répète sans arrêt, c'est un festival qui se fait à plusieurs. C'est quelque chose qu'une personne seule ne pourrait vraiment pas porter, ni à deux. Donc on va commencer. Et voilà, je vous demande d'applaudir l'équipe des Figueuses, qui travaille toute l'année avec moi. Aurélie, Carole, Frédéric, Maria et Clémentine. Merci à elles. Alors il y a ensuite l'ADFIG, l'association, avec tous ses bénévoles et notamment son bureau. Gilles Fumet, le vice-président de l'ADFIG, Catherine Viry, la deuxième vice-présidente, Patrice Fèvre, le trésorier, Jacqueline, la secrétaire, qui ont toutes et tous beaucoup marché, arpenté le festival pour tout faire en 3 jours. On peut les applaudir aussi. Par ailleurs, il y a évidemment une équipe scientifique qui a été cette année menée par Florian Opillard pour la partie urgence, pour la partie Chili par Cécile Faliès et Emma Andrieux, et à leur côté, il y avait Étienne Walker, Virginie Duva-Magnan, Lise Desvallées, Michel Lusso. La programmation littéraire, évidemment très importante, est menée par Sarah Polacci. Le coordinateur du Salon du Livre, c'est le libraire de Saint-Dié, vous le connaissez, Olivier Huguenot. On les applaudit toutes et tous. On continue avec les équipes. C'est toujours très difficile puisqu'il y a beaucoup d'agents qui travaillent pour l'événement, qui sont parfois un peu dans l'ombre. J'aurais aimé vraiment les citer un par un, mais c'est un peu trop long. Je les ai tous dans mon cœur, ils savent pour beaucoup. Vraiment, je les remercie tous les jours, tous ces 3 jours-là. Il y a l'équipe de la restauration, il y a le pôle chauffeur, il y a les hôtesses, les équipes techniques, les équipes du musée de la Boussole et de l'espace Sadoul dans lequel nous sommes aujourd'hui, le service communication, les femmes d'entretien bien sûr, le service informatique, le service événementiel et pour finir l'office de tourisme. On peut tous les remercier. Alors ensuite, du côté des médias, on a un super attaché de presse depuis 2 ans, Cédric Duroux, et puis 3 partenaires, qui ont beaucoup compté cette année, Popsu et nos amis du 1, avec ce numéro spécial qu'on a eu plaisir à réaliser et qui nous a beaucoup porté, et puis les copines de CNRS Éditions pour le fameux livre Les géographes s'engagent qu'on a pu publier pour faire un manifeste du festival cette année. On en est très heureux évidemment. Ah non, c'est moi. Oui, d'abord. Et pour terminer, on a les bénévoles, les étudiants bénévoles, que ce soit en journalisme, en BTS livre et j'en passe, les intervenantes, les intervenants, les romancières, les romanciers, les auteurs et autrices de BD, les géographes et simili-géographes assimilés, le public, et puis vous toutes et tous, vraiment un grand merci de faire de ce festival ce qu'il est. Je n'oublierai pas bien sûr l'équipe municipale qui est toujours présent, toujours là pour accueillir le mieux possible nos invités. Voilà, merci à tous. On a encore
Et même quand on écrit des choses, on en oublie. On n'a pas cité, je crois, l'Afigéo qui s'occupe du salon de la géonumérique, l'association Transversant qui a mené l'Éco-Resto et Emmaüs qui a fourni la vaisselle et pas mal du mobilier que vous avez pu voir au Salon du Livre. On ne les oublie pas et on les remercie aussi. Et évidemment, toutes celles et ceux qu'on a sans doute oubliés. Désolé, on n'arrive jamais à être exhaustif, donc ne nous en voulez pas. Eh bien, il est temps d'accueillir nos deux grands témoins, Clara et Philippe Simet. Vous avez la parole, on vous applaudit, oui. On est largement dans les temps. Vous avez, je crois, le temps que vous voulez pour nous livrer librement vos témoignages de ces 3 jours. Bon, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. D'abord, un grand merci de nous avoir choisis comme grand témoin. On se sent très privilégié d'avoir pu assister à 3 jours de conférences, voilà, de débats, d'échanges. Et c'est vrai que pour nous, c'était non-stop, mais c'était extrêmement agréable et stimulant. Alors, peut-être la première chose qu'on voudrait dire, c'est, qu'est-ce qui nous a frappé ? Le monde, en fait. Le monde, c'est-à-dire partout où on est allé, des salles combles. Voilà, des salles combles avec toujours des files d'attente. Qu'on a zappé, parce qu'en étant les grands témoins, on avait une sorte de passe VIP. C'était un mélange de culpabilité et un petit peu de plaisir aussi de pouvoir rentrer voilà, dans la salle et de discuter avec les intervenantes et les intervenants. Voilà, ça montre l'extrême vitalité de ce festival, quand même 34e édition, et c'est exceptionnel, je trouve, aujourd'hui que de telles rencontres soient possibles. Des salles combles, parce que il y a aujourd'hui des chercheuses et des chercheurs qui consacrent leur existence à réfléchir sur les problèmes les plus urgents de notre temps, et on a pu voir à quel point les géographes étaient mobilisés. Et voilà, moi qui suis moi-même enseignant-chercheur, j'ai envie de dire merci à toutes ces personnes, voilà, de consacrer autant d'énergie, de passion, d'envie aussi de transmettre ce qui est au cœur de leur recherche, à une époque où voilà, c'est de plus en plus difficile de faire de la recherche, c'est des métiers qui sont de plus en plus précarisés, et voilà, ça ne serait pas possible sans leur implication et sans leur dévouement. Je crois aussi que, une des choses qui nous a frappé, c'est que finalement on éprouvait un plaisir à être frustré parce qu'il y a une offre qui était tellement abondante qu'on ne pouvait pas assister à tout. Et ça aussi, c'est une incroyable richesse de se dire que on en a vu beaucoup, on en a entendu beaucoup, mais on voudrait qu'il y en ait encore davantage. On a envie de revenir l'année prochaine. Et ça aussi, je crois que c'est une des très grandes richesses de ce festival, de nous proposer une telle offre, une telle matière, voilà, de réflexion. Un festival, c'est un petit métabolisme avec des flux entrant et sortant de matière grise. Il y a beaucoup de matière grise qui entre, puis il y en a aussi qui sort, parce que voilà, chacune et chacun d'entre vous va repartir avec des idées. Mais je voudrais insister sur un point, c'est que ce métabolisme intellectuel, il repose aussi sur un métabolisme matériel, c'est-à-dire voilà, et nous qui travaillons dans le champ de l'architecture, on est attentifs à l'organisation de l'espace, à l'organisation des lieux, et pour qu'il y ait toutes ces chercheuses et chercheurs, et vous-même, pour que vous soyez là, voilà, il faut affréter des trains, il faut qu'il y ait des voitures qui soient à disposition, il faut qu'il y ait des personnes qui
qui les conduisent. Voilà, il faut qu'il y ait des espaces matériels qui puissent nous accueillir. Et moi, je suis particulièrement reconnaissante vis-à-vis de toutes ces personnes qui ont rendu cet événement possible. Et aussi une attention aux lieux dans leur matérialité, dans leur singularité. Et c'est un point important parce que je trouve qu'on ne porte pas assez suffisamment d'attention aux lieux. Enfin, ce n'est pas à des géographes que je vais dire ça, mais en général, on ne porte pas suffisamment d'attention aux lieux et pas suffisamment d'attention aux matières qui rendent nos vies possibles. Et avec ce festival-là, sur le Chili, on a beaucoup abordé la question de l'extractivisme, de l'extraction massive de matières premières, voilà, notamment au Chili, mais finalement dans beaucoup de pays du monde, qui est un processus absolument délétère, qui est en train de nous embarquer tous, humains et non humains, dans une espèce d'immense fosse. Et je crois que pour moi, un des grands mérites de ce festival est d'avoir abordé cette question qui nous invite à être plus exigeants vis-à-vis des matières qui composent notre environnement. Alors effectivement, mission impossible d'être les exhaustifs transmetteurs de tout cette nourriture reçue. Il aurait fallu pas inviter un couple, mais je sais pas, un trouble ou des quadruplés. Peut-être qu'on aurait pu rendre compte. Mieux encore. Donc je vais essayer moi d'explorer un peu avec vous ma promenade finalement au milieu de ce champ, cette nourriture qui nous a été offerte pendant ces 3 jours, et peut-être aussi revenir sur l'intention, l'adresse qui avait été faite en invitant un architecte, une architecte, un philosophe pour être les grands témoins de cette discipline sœur qu'est la géographie, et justement aussi vous dire à quel point moi, architecte, qui suis très impliquée dans les questions, qui met au cœur de ma pratique la question écologique et la question sociale dans un même élan, je manque d'outils dont sont détenteurs les géographes, par exemple la cartographie comme outil politique pour enseigner un territoire, pour en rendre compte de manière fine et scientifique également, la connaissance des sols, la morphologie d'une ville. Bref, on est dans une pauvreté d'outils, nous autres architectes, pour comprendre les territoires, et on sait pourtant bien maintenant que pour faire la ville, ce dont on a éminemment besoin, c'est d'une compréhension fine, et que le projet, il trouve son ancrage dans le territoire, il doit en être l'émergence. Et c'est pour ça aussi que Philippe Descola disait « Je suis un géographe raté ». Moi, je suis une géographe qui souhaiterait l'être en puissance et qui, j'espère, un jour se formera mieux sur ces questions ou trouvera les bonnes alliances pour aller plus loin. Et c'était l'occasion aussi, dans ce moment de chaleur et de partage, d'évoquer cette question qui est grave, qui est posée là à tous, cette question de l'urgence et cette question de savoir comment nous allons pouvoir habiter un monde vivable, comment le rendre supportable, et notamment dans les mondes urbains, quelles vont être, au-delà de simplement se poser cette question-là, quelles vont être les conditions d'une vie bonne, et comment nous allons construire ces mondes-là, avec quelle matière, avec quelle énergie, et comment faire face à ces urgences qui nous sommes finalement, de changer nos pratiques, d'évoluer, d'adapter et de comprendre les mondes dans lesquels nous sommes. Urgence peut-être et responsabilité qui a déjà été évoquée par Christian de Pertuis sur l'abondance, la question d'abondance et de rareté, qui est économiste et qui, dans l'appréhension sur la préservation des milieux, nous initie à la question du carbone vivant et du carbone fossile, à bien distinguer les pratiques agricoles qui sont celles qui vont régénérer les sols et créer, agir en faveur de la biomasse, et celles qui, au contraire, vont travailler leur épuisement. Et je fais le parallèle avec ma pratique à nouveau, puisque la construction est une des pratiques les plus dommageables pour les sols, que ce soit dans l'extraction. Vous savez que la production du béton, on en a parlé, a un impact colossal sur les milieux, la biodiversité et l'extraction
de matières non renouvelables, et la condition de se poser ces questions de créer de la rareté fossile, finalement, dans cette extraction est impérative. Se poser aussi la question des ressources quant à la question de réindustrialisation. Et là, avec Gabriel Coltis, qui est économiste, cette question de qu'est-ce qu'on va produire pour créer nos environnements, nos besoins, répondre encore une fois à cette vie bonne. On a en France perdu notre industrie, on peut le dire en grande partie. Il y a eu un mouvement lourd pour la délocaliser et qui a induit avec une primauté au tertiaire et cette perte de souveraineté qu'on a très douloureusement tous expérimenté dans l'urgence pendant la crise Covid et dont la prise de conscience a été très puissante. Maintenant, il faut savoir, et il s'interrogeait avec nous, quelle nouvelle industrie on va appeler de nos voeux et comment produire localement, produire dans nos territoires, comment allons le faire? Est-ce que le modèle, ça va être les méga-industries avec une concentration, là aussi, on va se retrouver dans des logiques extractivistes et de la production et un travail pour la production et exclusivement pour elle et dans des logiques financières qui vont nous dépasser? Ou bien est-ce qu'on va rester justement aussi dans des pratiques déraisonnables qui vont nous rendre dépendants aussi des énergies de manière inconcevable aujourd'hui? Et est-ce qu'on va plutôt aller vers des pratiques low-tech? Est-ce qu'on va avoir des systèmes de production? On sait que les PME en France sont très puissantes. Est-ce que la pratique de l'économie circulaire, c'est-à-dire de principes d'échange, de récupération de déchets à l'échelle locale pour reproduire de la richesse, va pouvoir se mettre en place? Est-ce que des principes de déconsommation vont pouvoir émerger et puis ainsi aller vers des pratiques d'autoconstruction, de réparation, de maintenance pour faire durer tous et déconsommer ensemble davantage? Une responsabilité aussi bien plus forte au temps de l'extrême urgence, celle des conflits et le questionnement des armées aujourd'hui et sur leur rôle, et des chercheurs tels Adrien Estève qui nous ont fait nous interroger, nous mettre en garde sur la politisation qu'on fait de l'exercice du conflit, et de se dire à la politisation aussi de l'impact environnemental, et de se dire que peut-être c'est parce que aussi très souvent il y a des gouvernances mauvaises, des dictatures et autres qui ne savent pas faire face à l'urgence parce qu'elles n'ont pas souci de leurs administrés, et qui, comme on l'a vu en Syrie, ont mis ça sur la cause du réchauffement climatique, certaines catastrophes, alors qu'en fait elles ne relevaient que de leur mauvaise gouvernance. Et de se dire justement que prendre soin de nos gouvernances, ne pas aller vers les extrêmes, c'est peut-être une impérative pour justement aller vers plus d'écologie, puisque mieux gérer les catastrophes écologiques et industrielles, c'est aussi grâce à une meilleure gouvernance qu'on pourra le faire. Et s'interroger aussi, là aussi, et ça c'est sur nos territoires, avec Élie Chavillot-Miat, qui est donc une géographe aussi, et qui travaille sur les périls littoraux par rapport à la montée des eaux, et là c'est bien chez nous, et qui alerte aussi les élus, qui alertent les personnes par des diagnostics scientifiques. Donc là on ne parle pas d'évaluation au doigt mouillé, ni de conjoncture, et c'est bien là aussi le rôle du géographe d'apporter la réponse scientifique et d'être audible, et qui mesure à quel point des phénomènes qui sont dynamiques et qui changent, et le risque est là bien sûr, mais la vulnérabilité de ces territoires, la vulnérabilité des bâtis, elle en fait le récit, elle en fait un diagnostic et des mesures qui sont à prendre derrière, et pourtant il y a des individualités qui résistent, et pourtant il y a des responsables élus politiques qui ne prennent pas les décisions qui leur incombent. Et on est aujourd'hui en France, sur certains territoires, à rebâtir sur pourtant des lieux qui ont connu la catastrophe. Et business as usual, on continue, on refait les mêmes bêtises, et pourtant là, on est à quelques années d'écart. Responsabilité encore. Et puis,
Je tourne les pages. Et peut-être amener quelques bonnes nouvelles tout de même, de se dire avec Pablo Servigne, avec Sarah El Idrissi aussi, qui ont travaillé sur les temps de grandes urgences, de grandes catastrophes, et comment les territoires font émerger dans les cas de plus grande tension et de plus grand péril, une entraide. Et que c'est le premier geste humain. Et ça, c'est peut-être aussi la bonne nouvelle, de se dire que l'homme n'est peut-être pas si mauvais, et que son premier geste, c'est de retrouver des principes de solidarité, des principes d'échange, des principes parfois même de sacrifice. On est capable de ça, et que là aussi, les géographes vont être éminemment utiles pour justement repérer, parce que ces réseaux-là, ces réseaux d'entraide apparaissent à des moments de crise, mais c'est des réseaux dormants qui, dans un moment autre que la crise, et on aurait bien besoin de les renforcer en dehors de ces moments d'urgence, et qu'est-ce qui pourrait provoquer le déclic de l'entraide. Et là aussi, c'est les géographes qui vont être capables de lire ces signaux faibles du territoire, de liens, d'interdépendance, d'échanges, et qui vont faire que, eh bien, on va aider son voisin, on va, au moment de la crise, on saura faire face, et on sera peut-être les plus à même sur nos territoires directement, comme on l'a vu pour le Covid, les premiers au front, et les premiers à venir en aide aux plus vulnérables. Et peut-être comment créer aussi cette condition de vie bonne ensemble avant l'avènement de la crise brutale, et se renforcer mutuellement sur ces questions-là. On parlait de la réindustrialisation, mais de la possibilité de produire ici localement pour nous et de trouver plus de résilience. Ces choses-là, l'entraide évidemment en sera un outil formidable. Et souvent, on observe que la crise, une fois apaisée, l'intensité sociale et d'entraide, de survie, d'émotion, qui malheureusement parfois s'évanouit. Alors comment faire durer au-delà, et au-delà de la catastrophe, au-delà de l'urgence, comment se donner les meilleures chances, et là peut-être s'interroger à comment transformer un moment d'indignation, un moment de réaction, un moment de solidarité. C'est ce qu'on a vu ce matin dans les zones de lutte, qui étaient celles des ronds-points pour les gilets jaunes, ou de la ZAD Notre-Dame-des-Landes, et comment transformer ces processus en processus durables, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans la résistance, dans la mobilisation, comment on va au-delà vers une pérennisation de cette situation solide, pour faire de nous des sociétés à la fois solides, plus en sécurité face à l'adversité. Et peut-être un des chemins, je dirais, c'est que le FIG, finalement, c'est à mon sens aussi un formidable diffuseur, puisqu'il y a énormément de professeurs, on le sait, qui assistent aussi aux rencontres, de professeurs de géographie qui vont aller diffuser aussi tout ce qui a été transmis ici d'outils, diffuser auprès de tous leurs élèves cette possibilité ces possibilités alternatives, et peut-être réimpliquer, remettre au cœur aussi cette question de la formation qui a un peu, à mon sens, traversé beaucoup de ces présentations, et de monter en compétence du citoyen sur ces questions-là, pour faire face à l'urgence aussi. Et peut-être aussi une autre piste, le géographe, on le disait, lanceur d'alerte, puisqu'on parlait tout à l'heure justement de ces publications sur le géographe qui se mobilise, le rendre plus audible, ce serait formidable. Comment trouver les moyens pour qu'il soit entendu dans ces lancements d'alerte, et trouver peut-être à nouveau, là aussi, dans les alliances transdisciplinaires, architectes, géographes, urbanistes, des façons de faire pour habiter nos mondes. Alors, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Clara. Je crois que ce qu'on a vu dans ce festival, c'est la capacité qu'ont les géographes d'être à la fois des chercheuses et des chercheurs, et en même temps des citoyennes et des citoyens engagés. Et donc ça veut dire très concrètement de nous offrir des connaissances dont on peut se saisir, des connaissances qui se transforment en outils d'action, même si c'est vrai, en regardant les situations auxquelles on est confronté et qui ont été
évoquées durant ce festival, on peut avoir le vertige. Étienne Walker parlait ce matin de compétition des mises en urgence. C'est vrai que partout où on regarde, en fait, il y a des incendies à éteindre et c'est vrai que voilà, c'est vrai que ça fait peur. Bon, moi j'ai assisté à beaucoup d'interventions. C'est vrai que je me rappelle qu'après celle de Pierre Grosset sur des enjeux géopolitiques entre la Chine et les États-Unis, il y avait Alexis Bergeron qui parlait des menaces liées au moustique tigre. Et je me suis dit, bon, en fait, voilà, et la Chine et le moustique tigre, voilà, on est cerné vraiment, on est cerné vraiment de partout. Donc, comment ne pas sombrer dans une forme de pessimisme paralysant, même si, Michel Lusseau l'a rappelé. Faire attention à l'optimisme naïf. Moi, je crois à l'organisation du pessimisme pour reprendre une expression du philosophe Walter Benjamin. Mais ça passe par notre capacité justement à cultiver aussi d'autres choses. Et donc, je crois que ce que moi je retiens aussi de ce festival, c'est que voilà, l'urgence, c'est pas quelque chose qui s'impose uniquement de l'extérieur. C'est aussi un sentiment ou un désir qui croît en nous et qui nous pousse à porter, par exemple, attention aux mots. Aux mots de la géographie, tels que nous les ont présentés Jacques Lévy et Michel Lusseau, à croire en la poésie. Et on a eu très belle rencontre autour de la figure de Pablo Neruda. Il y a eu des écrivaines et des écrivains qui ouvrent des espaces imaginaires dont on a besoin aujourd'hui pour ne pas avoir le sentiment d'étouffer. J'ai été aussi particulièrement sensible à celles et ceux qui nous permettent de nous mettre à l'écoute d'autres voix. Voilà, bon, il y avait ce matin Philippe Descola qui parlait des hachoirs, mais bien évidemment, il y a eu des rencontres autour des Mapuches. Puisque voilà, on parlait du Chili et de l'importance des Mapuches, aussi bien sûr en Argentine, mais qui portent une autre voix. Et c'est vrai que d'avoir dans son pays en fait un peuple autochtone ou un peuple premier, c'est toujours un contrepoint qui est absolument indispensable. Voilà. Alors on peut se dire, nous, on ne l'a pas, mais on a aussi d'autres voix et on les a entendues ce matin avec Étienne Walker, Louise Bolache et Philippe Descola qui parlaient des Gilets jaunes, des zadistes, des mobilisations contre le projet d'Europa City sur le triangle de Gonesse. Et voilà. Et on a besoin de ces contrepoints pour avancer. Ils sont absolument essentiels. Alors, pas parler, on n'a pas pu y assister, mais moi j'aurais bien voulu au karaoké organisé par Jean-François Stazac et Raphaël Pierroni ou à d'autres séances de dégustation de vin parce qu'on a besoin de ces moments en commun et c'est ça aussi l'urgence. Voilà. L'urgence, c'est pas que la menace, voilà, c'est de faire croître en nous ces envies de partager de très beaux moments. Voilà, pour finir, c'était Virginia Woolf, c'est dans Une chambre à soi, qui dit que voilà, dans une conférence, c'est bien que finalement le public puisse repartir avec une petite pépite d'or, voilà, que chacun mettra dans sa poche pour la placer ensuite sur sa cheminée. Et voilà, je voudrais juste partager avec vous ma pépite d'or. C'était lors de la soirée inaugurale avec Rodi Broman, président du FIG 2023, cofondateur de Médecins sans frontières, et puis bien sûr ancien président de Médecins sans frontières, avec une expérience
voilà, de terrain, engagés dans des batailles fondamentales, avec de multiples urgences sur des zones de guerre, avec des interlocuteurs très complexes avec lesquels il faut négocier, avec des arbitrages à faire sur qui vit et qui ne vit pas, voilà, et qui nous a dit, ben, l'humanitaire, peut-être que ça ne change pas le monde, mais ça nous change nous. Voilà. Ça ne transforme peut-être pas le monde, mais c'est une transformation de soi. Et c'est quelque chose qui, personnellement, me parle beaucoup, parce que, étant moi-même enseignant-chercheur et fortement engagé dans une lutte en faveur de l'écologie environnementale et sociale, je sais à quel point les combats sont difficiles à tenir dans le temps. Je sais à quel point les luttes sont bien sûr enthousiasmantes, mais elles peuvent aussi nous épuiser, elles peuvent aussi nous rabougrir et donner naissance, voilà, à des formes après de résignation et d'amertume. Et donc l'enjeu, c'est quand même d'être capable de consacrer son intelligence, son énergie dans des combats qu'on va pouvoir tenir longtemps. Voilà. Et donc, si on ne se transforme pas soi, si on n'est que l'œil rivé sur les objectifs, je suis convaincu que ces combats ne peuvent pas être tenus longtemps. Et pour dire les choses en philosophe, pas d'éthique de la responsabilité sans une éthique des vertus. Voilà. Pas de capacité à nous engager durablement pour des objectifs sans un travail sur soi-même. Voilà. Et dans le fond, je crois que l'expérience partagée que nous avons fait du FIG nous permet de faire ce travail-là. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Clara et Philippe, pour ce témoignage très, très riche, très exhaustif quand même, vous l'avez dit. Moi, j'aime beaucoup cette idée sur laquelle vous êtes revenu du principe de responsabilité, à la fois individuelle, collective, cette notion d'engagement sur laquelle vous êtes revenu, qui nous a été particulièrement chère cette année. Et puis cette idée de grande alliance des géographes, des architectes, des philosophes, des chercheuses et des chercheurs. Peut-être que c'est quelque chose effectivement à travailler. Ce matin, dans une table ronde dans une rencontre sur l'anthropocène, on se demandait quels étaient tous les dérivés du mot anthropocène possibles. Moi, je vous propose de créer un phigocène qui irait un peu dans cette direction de la grande alliance. Je pense que ça pourrait être intéressant, peut-être moins profond que l'anthropocène, mais intéressant quand même. On peut vous remercier vraiment très chaleureusement. Exactement. Et remercier aussi, comme vous l'avez fait, Ronnie Broman d'avoir été le président de cette édition. Vous fermez la boucle qu'il a ouverte vendredi. Et c'est vraiment très, très intéressant et très enrichissant. Merci. Alors pour poursuivre, on avait le Chili pour territoire invité, vous l'avez dit, Clara et Philippe, et pour marquer symboliquement cette présence du Chili à Saint-Dié, je voudrais que nous accueillions, en même temps que Monsieur le maire Bruno Toussaint qui va monter sur scène, l'urbaniste et architecte chilien Bernardo Valdés, accompagné de Cécile Faliès. Est-ce que, Monsieur le maire, Bernardo a quelque chose à vous remettre à la ville? Voilà, oui, bien sûr. Et Cécile va nous en dire plus avec Bernardo. Okay. Merci beaucoup. Yo voy a hablar en español, Cécile me va a traducir. En el contexto de Chile como país invitado del Festival Internacional de Geografía, es muy importante dejar un testimonio y un regalo a esta hermosa ciudad que nos acogió durante 3 días. Donc Bernardo Valdés nous dit qu'en signe de remerciement d'avoir invité le Chili, il est très important pour lui à son tour de remercier la ville de Saint-Dié pour ce très beau festival. Bueno, es una ciudad que tiene una larga tradición cartográfica y que identificó por primera vez en el mapa el nombre de América, que es el nombre de nuestro continente. Particulièrement pour une ville qui a une longue tradition de cartographie et qui a donné son nom au continent qu'il habite.
Hago la entrega de este presente en nombre del Gobierno de Chile, de los chilenos que participaron en este encuentro, y lo hago junto también a Cécile, que nos reunió para estar aquí. Merci. Donc il le fait au nom du gouvernement du Chili, puisque Bernardo Valdés travaille au ministère des Travaux publics du Chili, aussi au nom de la délégation des Chiliens qui étaient présents pour le festival, et voilà, en mon nom aussi, puis qu'il remercie de nous avoir voilà, mis en relation ici. Es un atlas del patrimonio de Chile, que es un libro importante que aún no ha sido lanzado en Chile. C'est un atlas patrimonial du Chili qui n'a pas été encore lancé, donc c'est vraiment une des premières copies. Y su importancia es que es un intento para caracterizar el patrimonio de nuestro país. Es una publicación que reúne 15 instituciones de Chile, del patrimonio, y su idea es que sea una herramienta importante para la toma de decisiones del gobierno. Alors c'est un atlas qui a pour ambition de décrire la diversité du patrimoine du pays. C'est une publication qui réunit avec un grand sens de l'effort et de la collaboration 15 partenaires afin d'aider aussi à la prise de décision future sur l'aménagement du Chili. Merci beaucoup à tous. Alors, c'est une surprise pour moi et pour la ville de Saint-Dié-des-Vosges que j'étais prévenu quelques secondes avant la cérémonie, mais c'est réellement avec plaisir. Alors, c'est sûr que vous, c'est sur l'avenir, et en échange, on va vous remettre la fameuse carte qui porte le nom America, que vous aurez réellement souvenir aussi de la ville de Saint-Dié. Je sais que vous avez passé pas mal de temps à découvrir notre architecture, notamment le dernier joyau de la ville qui est la boussole. Et je sais que vous avez été surpris de la beauté de l'architecture des Vosges et de Saint-Dié. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Et je leur ai dit que c'était un vrai plaisir de faire le pari, d'avoir le Chili, ce pays lointain, pour pays invité cette année. Et je crois que l'Atlas, précisément, rejoindra la boussole, monsieur le maire. Symboliquement, c'est une bonne idée. Voilà. Vous le gardez un peu pour le regarder. Je voulais pas vous empêcher de le lire. Il reste un gros quart d'heure avant que tout le monde puisse prendre son train. On va donc pouvoir maintenant se projeter sur 2024. Je vous laisse la parole. On continue. Rassurez-vous, je ne vais pas être très long parce que je sais que ce n'est pas mon discours que vous attendez, mais plutôt les deux mots de la conclusion. On va quand même faire durer un petit peu le suspense. Bon, il y a 3 jours, on montait sur cette scène pour inaugurer ce festival. 3 jours déjà, 3 jours très denses, qu'on n'a pas vu passer, très intenses, riches de convictions, riches de partage, riches d'échanges, riches de rencontres. Riches de prise de conscience aussi, à commencer par celle que les urgences font défaut, que les urgences s'enchaînent si vite, qu'on a l'impression que l'une veut doubler l'autre. Que face aux urgences, on ne peut agir seul. Il faut organiser, structurer, coordonner. Il faut agir sur les causes des urgences, pas seulement sur leurs effets. Comme je l'ai dit dans l'ouverture, un pansement n'a jamais guéri une jambe de bois. Est-ce qu'un monde sans violence, un monde sans guerre, deviendrait un monde sans urgence? Le temps pour la paix, auquel j'ai participé samedi matin, nous a montré que nous le souhaitons tous. Il nous faut aussi aujourd'hui aller beaucoup plus loin, changer de comportement, anticiper les effets de l'action de l'homme et de son environnement, qu'il soit naturel, social, économique, médical ou militaire. Grâce à ce festival, nous pouvons explorer des pistes de réflexion. Pour cela, je tiens à remercier le président Broman, les grands témoins, Clara et Philippe Simet, et tous les intervenants qui ont su nous éclairer. Merci aussi aux auteurs, aux producteurs, aux exposants, aux festivaliers, qui ont fait vivre la ville et ses salons durant 3 jours.
Merci aux mécènes, aux partenaires, grâce auxquels ce festival vient de vivre une 34e édition exceptionnelle. Merci aux bénévoles, aux agents qui ont œuvré pour que vous vous sentiez bien à la Saint-Dié-des-Vosges, comme à la maison, et que vous y reveniez. Un grand merci à ces passionnés qui, durant un an, ont travaillé d'arrache-pied pour pouvoir vous proposer une telle qualité. Thibaut Sardier, bien sûr, toute son équipe de la TFIG, Victoria Caps, notre directrice, Aurélie Annenheim, son adjointe, Carole, Frédéric, Maria, Clémentine. Merci à tous ces travailleurs de l'ombre également, qu'on ne met jamais dans la lumière, mais qui permettent à notre ville de rayonner. Et je ne prendrai pas le risque de nommer individuellement, au risque d'en oublier. Je vous demanderai de les applaudir à nouveau. Merci. Et là, je vais prendre beaucoup moins de risques. Ah, vous l'attendez, hein? En vous annonçant le thème et le territoire invité du 35e festival, qui aura lieu du 4 au 6 octobre 2024. Vous l'avez bien entendu, je pense, j'ai bien dit territoire invité. Ouais, parce que pour la première fois, nous allons parler d'un ensemble et non d'un pays ou d'un groupe de pays, d'un territoire ou d'un continent. Je vais vous donner quelques indices. Cet ensemble est emblématique de la géographie française. Je vous laisse le temps de... Concerné par des problématiques de migration, de réchauffement climatique, de construction européenne. C'est aussi un haut lieu de tourisme et de grands exploits sportifs. S'étalant sur près de 300 000 km², cet ensemble traverse 8 pays. Et là, j'ai eu du mal à trouver le 8e, je vous le dis franchement. Et le dernier indice qui va vous mettre réellement sur la voie, qui culmine à 4800 mètres. Vous avez trouvé les Alpes. Et là, je vois des gens qui sont sur leurs mains en train de compter les pays. Je vous laisse trouver les 8 pays. Voilà. Maintenant que vous avez le pays, il vous reste à voir le thème de ce festival. Le thème sera Terre. Terre sera le thème multifacette que nous décortiquerons l'an prochain. Mais je vais bien évidemment laisser le soin à Thibaut Sardier de vous le présenter, sans problème d'horaire de train. Non, sans vous remercier une dernière fois pour votre présence ici et votre fidélité au festival. Merci beaucoup et à l'année prochaine. Non, on ne vous empêchera pas. Merci beaucoup Bruno. Alors quelques mots effectivement de présentation générale, puisque je ne serai pas évidemment le directeur ni la directrice scientifique de ce nouveau thème, mais pour vous dire un mot des raisons qui ont poussé à ce choix. L'idée c'est de tourner autour de ce mot. La géographie c'est la science de la terre. Là on va passer au pluriel, penser au terrain, au mètre carré, se demander qui possède les terres, qui possède le foncier, que ce soit dans les espaces urbains, dans les espaces ruraux. Du côté du rural, il y a un point très important qui a suscité ce thème, c'est qu'il se dit que dans les 10 ans à venir en France, la moitié des agriculteurs vont être en retraite et vont passer la main. Et donc on a voulu, à partir de cette question des terres agricoles notamment, se demander ce que ça allait impliquer, comment se fait la transmission des terres, est-ce que les parcelles changent de forme, de constitution, comment est-ce qu'elles sont transmises, penser comment le droit régit tout cela. On va évidemment le penser. Là, je parle des terres agricoles, mais il y a évidemment les terrains forestiers. On sait qu'une bonne partie de la forêt française est privée, émiettée du point de vue du parcellaire. Faut-il rester dans cette situation? Comment penser cette évolution des cadastres et de la propriété foncière? Ce sont des questions que l'on posera.
On va aussi poser la question de l'interface entre le rural et l'urbain. Ces derniers mois, c'est lancé un grand débat qui intéresse les pouvoirs publics autour du zéro artificialisation nette. Autrement dit, ce qu'on urbanise d'un côté, on doit le rendre à la nature de l'autre, si je schématise un peu. Ça pose beaucoup de problèmes d'aménagement, parfois des conflits. Ces questions, nous les aborderons à l'aide de cas concrets. Du côté de la géographie urbaine, là la photo ne le montre pas, mais il y a évidemment aussi des questions similaires dès lors qu'on s'intéresse à la propriété, au fonctionnement des marchés immobiliers. Il y a parfois des endroits où la pression est très forte pour construire, où l'immobilier est très cher, ça pose des problèmes de localisation des populations. Inversement, il y a des villes dans le monde où les habitants s'en vont, qui connaissent des formes de décroissance démographique, où l'immobilier chute. Que faire des espaces vacants? Comment les aménager pour qu'ils servent aux populations qui restent? Ça, ce ne sont que quelques-unes des entrées. J'en ajoute une ou deux autres. Évidemment, on ne laissera pas de côté la géopolitique. Qui dit terre dit par exemple accaparement des terres, achat de terres d'un État dans d'autres États, alors pas forcément l'État directement, mais des acteurs qui en sont issus. On essaiera de rentrer dans certains de ces circuits. En géographie physique, il y aura évidemment aussi la question des sols. Tout ce qu'il y a sous la terre. Clara et Philippe Simet en parlaient tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on extrait, qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on essaie de laisser aussi dans le sol. Vous avez d'ailleurs aussi prononcé le mot terre, donc je l'avais bien remarqué, vous avez parfaitement fait la transition. Ce ne sont là, je le redis, que quelques pistes, puisqu'évidemment, il va y avoir une directrice et un directeur scientifique, un binôme cette année, qui ne sont pas là aujourd'hui avec nous, mais qui travaillent déjà à mieux cadrer le thème que je ne le fais. Il s'agit de Florence Nussbaum et Adrien Baïs-Lenné. Florence Nussbaum, maîtresse de conférence à l'université Jean Moulin Lyon 3, et membre du laboratoire Environnement Ville Société. Elle est plutôt spécialiste de l'urbain, et du côté du rural, Adrien Baïs-Lenné, chargé de recherche CNRS au laboratoire Pacte. Et puis, un mot aussi du territoire invité. Effectivement, Bruno l'a dit, c'est une première, je crois ne pas me tromper, en disant que pour la première fois, nous sortons de frontières ou de continents pour essayer de saisir un territoire a priori plutôt naturel, entre guillemets, mais vous savez qu'en géographie, rien ne l'est jamais totalement. Et d'ailleurs, si on s'intéressera à l'évolution des glaciers, à la question de l'étagement de la végétation, on parlera aussi évidemment de thématiques d'aménagement du territoire, de géographie humaine. Bruno en a donné un certain nombre. J'ajouterai par exemple la question de l'industrie dans les vallées alpines, qui était un objet de recherche ancien chez les géographes et sans cesse réactualisé. Donc, vous voyez, on a encore du pain sur la planche, quelques soirées peut-être fondues et raclette l'année prochaine en perspective, mais nous verrons ça début octobre l'année prochaine. Prenez bien votre train, profitez bien de la fin de l'après-midi si vous restez encore un petit peu, et merci beaucoup pour ce très beau FIG 2023. Au revoir.